Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur CNews dans la belle équipe. Au programme, aujourd'hui, on va revenir sur cette polémique, vraie, fausse polémique, autour du drapeau européen attaché sur l'Arc de Triomphe pendant 24 heures et depuis, détaché, enlevé. On parlera également du contexte sanitaire et l'optimisme affiché du ministre de la Santé, Olivier Véran, pour qui cette vague sera peut-être la dernière. Et puis on évoquera enfin la rentrée politique à partir de demain. On fera notamment un état des lieux à près de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Le tout avec mes invités autour de la table. Gabrielle Cluzel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Boulevard Voltaire. À côté de vous, Gérard Leclerc, bonjour. Journaliste politique. Roger Rua, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Et puis William Tay, président du think tank Le Millénaire, sera avec nous dans quelques toutes petites minutes. Je vous le disais donc dans le sommaire, c'est la fin de cette soi-disant polémique, fin de cette horreur même, comme le disait un orateur national de la France Insoumise hier. Cette horreur, c'est le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe pour célébrer symboliquement, était-il précisé, la présidence française de l'Union européenne. Élodie Huchard, vous êtes de notre service politique, bonjour à vous. Expliquez-nous d'où vient cette polémique et comment cela s'est-il terminé ? Alors effectivement, le 31 décembre au soir, les oppositions ont vu que flottait sous l'Arc de Triomphe le drapeau européens. Alors se sont engouffrés dans cette brèche à la fois Marine Le Pen, Valérie Pécresse, mais aussi la France Insoumise. Vous l'avez dit, finalement, ce matin, plus de traces du drapeau européen. Et donc, notamment, Marine Le Pen se félicite car elle voulait déposer un recours pour faire retirer ce drapeau. Elle s'est expliquée sur les réseaux sociaux. Voilà, une belle victoire patriotique à l'aube de 2022. Le gouvernement a été obligé de retirer le drapeau de l'Union européenne de l'Arc de Triomphe, dit-elle. Merci à la mobilisation massive de tous les amoureux de la France et de la République pour faire reculer Emmanuel Macron. Alors, est-ce que Marine Le Pen a vraiment gagné ? En fait, ça n'est pas si sûr. Pour refaire le fil des événements, dès le 30 décembre, donc la veille de cette polémique, le secrétariat général de la présidence française de l'Union européenne nous signifiait qu'il y aurait des initiatives mises en place, comme notamment l'illumination des monuments parisiens et dans d'autres villes en bleu, que ces initiatives étaient temporaires. Dès hier, Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, a aussi parlé d'une initiative temporaire et symbolique. Et puis aujourd'hui, c'est l'Élysée qui s'est exprimé, qui explique que certes, le drapeau a été retiré, mais comme prévu, que c'était bien la temporalité qui était prévue, que ce drapeau était mis en place pour célébrer en fait ce début de présidence française, qu'il devait donc rester du 31 décembre au 1er janvier et pas plus. Bref, finalement, quand on les écoute, tout le monde a raison. Merci beaucoup, Élodie Huchard. Gabrielle Cluzel, votre réaction. Le gouvernement a-t-il reculé ou a-t-il tout simplement respecté cette temporalité évoquée par Clément Beaune ? En tout cas, le résultat est là et selon moi, c'est une bonne chose. Il n'y a plus de drapeau européen qui trône seul sur l'Arc de Triomphe. Alors, à savoir qui a raison, qui a tort. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que la temporalité, comme vous dites, ou comme dit Élodie, n'a pas été annoncée dès le départ. Ça aurait été très simple de dire, de toute façon, parti dans ses explications, Clément Beaune aurait pu dire, mais de toute façon, le drapeau sera retiré dans la nuit de samedi à dimanche. Vous voyez, il n'avait pas dit ça. Il a dit que c'était une initiative temporaire. Il a dit que c'était temporaire, ça peut être une semaine, un mois, 6 mois. Voilà, le temporaire, c'est assez subjectif. Donc, il ne l'avait pas dit dès le départ. Donc, c'est vrai que c'est un peu curieux. Maintenant, il dit, si, c'était prévu, on devait l'enlever cette nuit. Bon, après, très bien, nul ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Il avait pas donné de date. Mais Marine Le Pen est fondée à dire qu'elle a gagné et lui, en effet, peut jouer de cet argument en disant non, il était prévu de l'enlever pour sortir la tête haute et pas donner l'impression d'avoir obtempéré. Mais le doute reste cependant. Gérard Leclerc. Bon, je trouve tout ça assez ridicule. Le gouvernement aurait dû, c'est vrai, là je suis d'accord, aurait dû dire, quand on prend une initiative comme ça, qui est symbolique, qui moi personnellement me choque pas du tout, mais c'est normal qu'on dise, de même qu'on a illuminé la Tour Eiffel, qu'on a illuminé d'autres monuments dans Paris, je trouve pas choquant qu'on mette le drapeau européen. La France fait partie intégrante, bien évidemment, de l'Europe, est un des membres fondateurs de l'Europe. On va prendre la présidence, ça n'arrive qu'une fois tous les 13 ans, c'est quelque chose de très important, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Donc le gouvernement aurait dû dire, on met le drapeau, on le met, ce qu'ils disent maintenant après coup, c'est-à-dire 24 heures ou 36 heures, je sais plus, peu importe. Il n'y avait rien de choquant. En revanche, parler à ce propos d'attentat, le mot qui a été utilisé, je crois que par Marine Le Pen, d'attentat, de provocation, ça c'est Valérie Pécresse, c'est déjà un peu moins fort, d'outrage, comme fait Zemmour, je trouve ça totalement ridicule. C'est pas non, c'est des mots qui ont une force telle
qui n'ont pas leur place à propos du drapeau de l'Europe, qui est effectivement le drapeau maintenant dans quasiment toutes les cérémonies, quand le président de la République parle, etc. Je ne parle pas uniquement d'Emmanuel Macron, je parle des précédents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc. Vous avez le drapeau français et le drapeau européen. Donc il n'y a pas de honte à afficher le drapeau européen. Je vous dis surtout dans une circonstance comme celle-ci, qui est très particulière, puisque la France va prendre pendant 6 mois la présidence de l'Europe. Gabriel Cluzel, vous vouliez réagir? Ah oui, mon voisin me trouve ridicule alors, parce que moi, tous ces mots-là que vous venez de citer, des uns et des autres, je les partage. D'ailleurs, je vois qu'il y a une union quand Marine de Le la Pen droite. parle d'attentat... un attentat, c'est pas forcément avec une bombe. Attenter au drapeau français. Les mots ont un sens parfois très lourd, surtout en France. Oui, mais parce que vous savez en quoi mettre le drapeau européen seul sous l'Arc de Triomphe, c'est un attentat. Oui, ça attente à la mémoire des soldats morts pour la France. Voilà, tout simplement. Pour moi, ça procède, je vais aller encore plus loin, de façon douce et insidieuse de la cancel culture, c'est-à-dire qu'on efface notre drapeau qui est hissé avec des gants blancs par les militaires sur tous les coins du globe où ils sont, notre drapeau qui enveloppe les cercueils des soldats morts pour la France, notre drapeau pour lequel sont morts tant d'hommes, notre drapeau qui est l'emblème de la France. On en fait fi, on décide qu'un matin qu'on va mettre l'Europe à la place. Et en fait, cette décision, elle est la preuve qu'on veut un État fédéral, c'est-à-dire qu'on met de côté le drapeau national, le nouveau drapeau, c'est le drapeau européen. Et en vérité, moi je pense qu'il est tout à fait possible que le gouvernement ait eu peur d'un recours en Conseil d'État. Puisque dans les textes et dans l'usage républicain, toutes les réponses qui ont été faites aux uns et aux autres quand il s'agit de pavoiser au moment des commémorations, à chaque fois on a dit « Ah mais non, le drapeau qu'il convient de mettre, c'est le drapeau français et éventuellement le drapeau européen dans telle ou telle occasion. » Mais là, évincer complètement le drapeau français, c'était du jamais vu. Le faire en catimini de cette façon-là, en imaginant que ça allait passer comme une lettre à la poste, c'est quand même assez dingue. Alors, je précise quand même que les images qu'on voit actuellement à l'antenne, s'il fallait le prouver, c'est effectivement l'Arc de Triomphe ce matin sans le drapeau européen. Sans le drapeau, il n'est pas question d'effacer le drapeau français. D'ailleurs, c'est assez rigolo, assez drôle de voir qu'une bonne partie de l'extrême droite qui longtemps a été hostile, a combattu la République, y compris a combattu les armes à la main, a combattu le drapeau tricolore, aujourd'hui s'en fait le défenseur. C'est assez amusant quand même. Bon, parce que n'oubliez pas que toute la terminologie de droite, extrême droite, etc. est née au moment de la Révolution française. C'était l'Assemblée. Avant, il n'y avait pas d'Assemblée, donc ça ne pouvait pas exister. Et donc, l'extrême droite, c'était ce qu'était l'extrême droite quand siégeaient les députés. Bon. Et donc, à ce moment-là, cette extrême droite combattait la République. Ça a été notamment les guerres de Vendée, qui n'étaient pas seulement, comme on le croit, pendant la Terreur, mais qui ont continué jusque sous Napoléon, jusqu'en 1815. Bon. Et jusqu'en 1945, l'extrême droite parlait de la République comme de la gueuse. La gueuse. Bon. Donc, que ces gens-là, aujourd'hui, défendent le drapeau, je suis très content, c'est très bien, tout le monde doit défendre le drapeau tricolore, mais enfin, n'en rajoutons pas. Quant à ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, le drapeau européen n'a pas remplacé le drapeau français. Le drapeau français n'y est pas en permanence, vous le savez très bien, il est seulement dans certaines circonstances, au moment notamment du 8 mai 45, du 14, des commémorations de la guerre de 14, etc. Donc là, on revient simplement, on a mis pendant 48 heures le drapeau européen. Franchement, je continue à dire qu'il n'y a pas de scandale là-dedans. En plus, l'Europe, je vous le rappelle, a quand même été décidée et construite par des gens qui, les malheureux, avaient fait souvent, pas une, mais les 2 guerres mondiales. Leur idée, des gens comme Adenauer, comme Jean Monnet, comme De Gaulle, etc., c'était justement qu'il n'y ait plus de guerre en Europe. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que depuis que la construction européenne s'est faite, il n'y a plus jamais eu de guerre entre des pays européens. Donc si l'Europe a apporté quelque chose, c'est justement la paix. Et cette paix, on le faisait justement au nom de tous ces malheureux hommes, plus d'1 million pendant la guerre de 14, des centaines de milliers pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient laissé leur peau pendant la guerre, dans les guerres entre pays européens. Donc voilà, le drapeau européen, c'est aussi un symbole de la paix, et je ne trouve pas choquant qu'on le mette pendant 48 heures au moment où la France prend la présidence de l'Europe. William Tay, vous venez de nous rejoindre. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes président du think tank Le Millénaire. Bon, je pense qu'en quelques secondes, vous avez compris de quoi on parlait sur ce plateau. Votre réaction par rapport à ce drapeau européen qui n'est plus sur l'Arc de Triomphe?
Déjà, je vais répondre à Gérard Leclerc sur la question. L'Europe a apporté la paix. C'est pas vraiment l'Europe qui a apporté la paix. C'est plutôt la création de l'OTAN et de l'Alliance Nord-Atlantique. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait qu'on ait développé l'arme nucléaire. C'est ça aujourd'hui qui est la plus grande arme de dissuasion. C'est pas vraiment l'Europe qui a conduit à la paix. Vous le savez aussi. Dieu sait que depuis 1945, il y a eu des conflits partout, y compris entre pays de l'OTAN. Donc c'est pas l'OTAN qui a apporté la paix. En termes d'illustration, c'est plutôt la réconciliation franco-allemande faite entre chefs d'État à travers le traité de l'Élysée et la main tendue de François Mitterrand au chancelier à l'époque, c'était Helmut Kohl qui avait conduit à la réconciliation franco-allemande. C'était pas dans le cadre vraiment européen, c'était plutôt une réconciliation franco-allemande. Après, sur la question du drapeau, la difficulté, c'est qu'en fait, ça traduit en fait une certaine pensée d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy et François Fillon, lorsque Nicolas Sarkozy est devenu président de l'Union européenne en 2008, avaient mis le drapeau français et le drapeau de l'Europe côte à côte. Et à ce moment-là, ça pouvait se comprendre pour montrer l'attachement de la France à l'Europe. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a remplacé comme emblème national sous l'Arc de Triomphe, qui est un arc de monument spécifique parce que c'était créé par Napoléon, dû aux guerres contre les monarchies européennes pour défendre à l'époque la République. Et donc du coup, ça traduit une certaine pensée d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en gros, il veut substituer, ça a été en tout cas une partie des gens pensent ça, qu'il veut substituer la souveraineté française à la souveraineté européenne. Et quand on regarde ses différents discours, notamment celui de la Sorbonne, il a très clairement parlé de souveraineté européenne. Seulement, il est impossible de faire cumuler une souveraineté européenne avec une souveraineté française, parce qu'une souveraineté dépend d'un État-nation. Et donc, du coup, si vous avez une souveraineté européenne, vous avez par conséquent un État fédéral comme aux États-Unis. Vous n'avez pas de souveraineté californienne, vous avez une souveraineté américaine. Et donc, du coup, soit il y a une souveraineté française, soit une souveraineté européenne. Est-ce que Emmanuel Macron aime la France ? Je pense que tous les présidents de la République aiment la France. C'est plutôt une question différente qui doit être posée. C'est quelle est sa conception de la France, en fait, qui doit être posée. Je vous pose, pardonnez-moi de vous couper, je vous pose cette question parce que Éric Ciotti a réagi il y a quelques minutes. Selon lui, Emmanuel Macron, il n'aime pas la France. Écoutez. Cette faute, elle traduit ce qu'est Emmanuel Macron, et ce qu'il pense et ce qu'il croit. Je crois qu'il n'aime pas la France. Regardez ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy dans des circonstances analogues quand la France a présidé aussi le Conseil. Eh bien, c'était tout simplement de mettre les deux drapeaux. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé Valérie Pécresse. Et on voit aujourd'hui que dans une forme de précipitation, un peu de panique, le drapeau européen, du coup, est retiré. Donc, le gouvernement assure que c'était prévu. Oui, c'était pas du tout prévu, vous le savez bien. Il a réagi à nos demandes, à celle de Valérie Pécresse, à la mienne. Effectivement, chacun tire un peu. Moi, je m'interroge quand même, comment peut-on dire qu'un président de la République n'aime pas son propre pays, avec tous les sacrifices qui vont avec l'engagement personnel qui va avec. Ce sont des mots quand même qui vont quand même très loin. Non, mais je pense que c'est difficile de dire qu'Emmanuel Macron n'aime pas la France. Par contre, ce qui peut être dit, c'est qu'Emmanuel Macron n'aime pas la situation française et les traditions françaises. Ça peut être défendu. C'est une question de conception de la France, en fait. Et donc, du coup, il est reproché depuis le début de leur demande de son élection qu'Emmanuel Macron, en fait, voulait rompre avec ce qu'on imagine telle qu'est la France éternelle, telle qu'elle était ses traditions, notamment à travers différentes déclarations. Emmanuel Macron a indiqué qu'il n'y avait pas de culture française dans la campagne de 2017, et puis à plusieurs reprises a voulu rompre avec les fondamentaux de ce que c'était que la France éternelle. Et c'est plutôt à ce niveau-là, en fait, je pense, si je traduis la pensée d'Éric Ciotti, qui voulait dire qu'en fait Emmanuel Macron établit une rupture avec le modèle traditionnel français, et donc du coup avec la conception que ce que le général de Gaulle appelait la France éternelle. Gérard Leclerc, et je vous donnerai la parole après. Ce qui est excessif est insignifiant, selon la célèbre formule. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait illuminé lui aussi l'Arc de Triomphe en bleu au moment où la France a pris la présidence de l'Europe, donc c'était pas très différent. Quant à l'Europe fédérale dont vous me parlez, pour l'instant l'Europe n'est pas fédérale. L'Europe, elle existe donc depuis 1957, le traité de Rome. Elle a évolué. Pour l'instant, c'est une Europe des nations. Alors, il y a des gens, effectivement, c'est pas scandaleux, qui voudraient aller plus loin vers une Europe fédérale. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et beaucoup y sont opposés. Et pour l'instant, même Emmanuel Macron, qui se présente comme un Européen très convaincu, ne propose pas une Europe fédérale. Donc on n'est pas dans la situation des États-Unis. On est dans la situation de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, qui a déjà évolué, qui continuera sans doute à évoluer. Il faut d'ailleurs l'espérer, parce qu'il y a toute une série de choses où l'Europe, chaque fois que l'Europe, qui a un problème et que l'Europe n'est pas efficace, on dit elle n'est pas efficace. On l'a vu avec l'Europe de la santé, etc. Au début du Covid. Donc sur chaque fois, on dit oui, tiens, il faut
faut et ça a été le cas. Mais ce qui était tout à fait le cas. Parce qu'on a et c'est découvert pour ça d'ailleurs qu'on a renforcé aucun poids sur les progressivement. Progressivement, on renforce les pouvoirs de l'Europe sur un certain nombre de points. Donc là, le dernier, c'était effectivement sur la santé, ce qui explique que maintenant, qu'on le veuille ou non, ça marche plutôt bien. On manque pas de vaccins. L'Europe a plutôt bien géré ça. Après, dans un premier temps, l'avoir très mal géré puisque elle n'avait pas les compétences pour le faire. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas dans une Europe fédérale. On y viendra peut-être, mais on n'y est pas. Moi, je vous pose juste une question. Comment vous faites pour articuler souveraineté européenne avec souveraineté française ? Eh ben, moi, je suis pas. Je pense qu'on doit pouvoir, mais là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que par définition, quand on renforce les pouvoirs de l'Europe, c'est vrai qu'on perd un peu de notre souveraineté. Vous avez raison. Mais la question, oui, mais on a commencé à le faire dès 1957. Et donc, à partir du moment où vous imposez, vous décidez de règles communes, par définition, ces règles communes s'imposent à des règles nationales. Peut-être également au profit du pays en question. Ça, c'est vrai. Mais à l'arrivée, je pense qu'on y gagne quand même. Qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas eu l'Europe au niveau économique, avec le prix de la crise, où on serait si on avait toujours la monnaie française ? Enfin, on ne tiendrait pas. Pardon. Avec 2000... Gabriel Cluzel, allez-y. Vous manquez pas de culot. On sort quand même d'un épisode où on a vu l'échec patent de l'Europe, tant en matière migratoire, en matière de crise du Covid. Moi, j'étais très frappée d'ailleurs qu'à chaque fois, Emmanuel Macron voulait absolument attendre l'Europe. Il voulait jamais faire comme Israël, qui parlait au nom d'Israël, qui négocie au nom d'Israël. Il fallait toujours attendre l'Europe. Et on a vu que cette Europe, elle s'est fracassée sur la crise Covid. Les pays européens renvoyés à leur identité naturelle, charnelle, si j'ose dire, d'État-nation, se disputaient les masques sur le tarmac. L'Europe, on la cherche encore. Hein. Et l'Europe, le fameux couple franco-allemand, faut voir, ça fait rigoler doucement. Les sous-marins, dans la crise australienne avec les sous-marins, il faut voir comment on a été soutenu par les Allemands. Aujourd'hui, les Allemands, ils choisissent la page plutôt que le tigre. Mais tout cela, la bonne entente européenne et la réussite européenne, pardon, mais ça fait doucement rigoler. Est-ce qu'Emmanuel Macron aime la France ? C'est vrai que quand il l'accuse de crimes contre l'humanité dans le cadre de la colonisation, ça pose question, comme dirait l'autre. Quand, dans ses vœux, il dit « Vive notre Europe », puis après « Vive la France », je sais pas, il y a un pronom possessif qui me dérange, vous voyez, et on peut tirer à l'infini quand on parle sans arrêt de valeur de la République. Mais la République, c'est un régime, la République. Il y a une République dans des tas d'autres pays qui sont pas enviables, d'ailleurs, je sais pas, au Pakistan. Non, ce qui est important, c'est la France. On n'est pas là pour parler des crimes contre l'humanité. Je trouve ça aberrant pardonnez-moi. Hein, vous trouvez ça aberrant, mais moi pas. Mais en revanche, il y a ce pronom, notre Europe. Quand vous aimez parce votre pays, vous ne portez pas d'accusation contre lui. Par ailleurs, non, mais simplement, je voudrais répondre à mon voisin qui m'a un tout petit peu chauffé là au départ, en glosant sur le fait que la droite traditionnelle, j'ai essayé de le suivre dans son développement, conservatrice, je sais pas, n'aimerait pas le drapeau. Mais pardon, alors je ne sais pas, je pense qu'il se réfère à l'histoire de France, le drapeau blanc du comte de Chambord. Mais attendez, mais combien d'enfants de cette droite traditionnelle, moi je prétends faire partie de ces familles-là, a donné, combien d'enfants sont morts au champ d'honneur. La France, la vieille France conservatrice catholique, elle l'aime tellement peu le drapeau français qu'elle avait frappé pendant la guerre de 14 un cœur sacré sur lui et elle le portait avec elle en allant au front. Donc ne méprisez pas l'amour de la France et l'amour du drapeau nourri par la droite française. Je n'ai pas parlé de la droite traditionnelle, comme vous dites. J'ai dit un mot précis qui était l'extrême droite. Et ce que je dis est vrai. L'extrême droite de Maurras, de tout ça, à l'époque, rejetait la République. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais de quoi vous parlez ? Voilà. Non, mais et donc je dis que l'extrême droite, mais peut-être aussi une partie de l'extrême gauche aussi. J'ai simplement dit, je n'ai surtout pas mis en cause, bien évidemment, la droite traditionnelle. Et il y a eu, on le sait très bien, dans la résistance, des gens qui venaient de partout, y compris de la droite la plus traditionnelle. Tout à fait d'accord. C'est pas le souci. C'est pas le sujet. Je dis simplement, c'est pas le sujet. Toujours est-il que Clément Beaune, lui évidemment, c'est le secrétaire d'État chargé aux affaires européennes, a réagi tout à l'heure également. Je vous propose de l'écouter. Lui aussi, il n'y va pas de main morte. Le drapeau français, puisque Marine Le Pen, inspirant M. Zemmour, inspirant Mme Pécresse et M. Ciotti, puisque mot pour mot, dans les communiqués, dans les tweets, les mêmes mots ont été utilisés par Mme Pécresse et par l'extrême droite. Ça doit quand même nous alerter. Ils ont dit n'importe quoi et ils ont menti. Alors, quelle est la réalité nous n'avons des pas faits ? retiré, nous n'avons jamais retiré. Ceux qui, vous les images, tout est transparent, voient bien qu'il n'y a pas un drapeau français qui a été retiré de l'Arc de Triomphe. Il n'a pas été remplacé par le drapeau européen. Le drapeau français, ce qu'on appelle le grand pavois, il figure, les patriotes devraient le savoir, pour les grandes cérémonies. Tout seul. 14 juillet, 8 mai. 14 juillet, 11 novembre et d'autres cérémonies. Ce grand pavois.
Et nous avons, donc le drapeau européen a été installé là où il n'y avait rien. Donc ces gens-là, qui se disent patriotes, qui sont des patriotes de pacotille, préfèrent le vide au drapeau européen. Moi, ce que je regrette dans ces mots-là et dans cette histoire-là, c'est que, en fait, je trouve ça, moi, très symptomatique, symbolique du discours, en tout cas du débat politique actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a que des positions, il n'y a plus de dialogue. C'est mon avis. Vous en pensez quoi, William Tay? Pardonnez-moi de donner mon avis. Mais bon, voilà. Non, mais vous avez raison. De toute façon, avec la crise sanitaire, désormais, on n'a quasiment pas de débat politique de fond. On n'a pas de question de débat sur l'avenir de notre éducation, sur qu'est-ce que c'est que la France au XXIe siècle, comment on fait pour se placer pour transformer l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron prend la présidence de l'Union européenne. Mais quelle est sa conception européenne aujourd'hui? Quel est notre avenir? Quels sont nos intérêts? Comment faire pour défendre nos intérêts au sein de l'Europe? Et quelle est notre conception, notamment en termes de géopolitique? Parce que M. Leclerc parlait de l'intérêt de l'Europe. Mais l'Europe, lorsque la Turquie a envahi nos pays voisins et nos pays alliés comme la Grèce et comme Chypre, où était l'Allemagne pour défendre les Grecs à ce moment-là? Où était la solidarité européenne? La France y était? La France y était, mais uniquement la France. Et uniquement sur toutes les opérations, c'est toujours la France qui doit défendre. En Afghanistan, c'est la France. Au Mali et en Afrique subsaharienne, c'est la France qui doit défendre les frontières européennes, notamment face aux invasions terroristes et migratoires. C'est à chaque fois la France, en fait, qui est obligée de se sacrifier. Et ensuite, après, ce sont les autres pays, notamment frugaux, qui nous font la leçon parce qu'on dépense trop sur nos armées et on dépense trop sur le régalien. Et donc, du coup, la conception européenne, aujourd'hui, depuis François Mitterrand, est morte parce que nous n'avons plus de projet, notamment c'était le cas depuis 2005 et le rejet du traité de référendum établissant une constitution pour l'Europe. Et moi je pense que l'Europe est importante pour nos vies, mais il faut établir qu'est-ce que c'est que l'Europe et quelle Europe nous voulons, notamment pour faire face à deux grandes puissances qui sont les États-Unis et la Chine, qui vont régir le monde pendant une trentaine d'années. Et c'est cet enjeu-là en fait qui nous intéresse, c'est pas les questions de drapeau, c'est les questions de Clément Beaune pour savoir si la droite parle comme l'extrême droite. Nous on aimerait savoir de Clément Beaune et d'Emmanuel Macron qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'Europe pour faire que l'Europe soit au même niveau que les États-Unis et la Chine. Ben vous avez tout à fait raison, mais le seul souci, c'est que justement, l'Europe de la défense n'existe pas. Alors, ça fait partie des sujets que j'évoquais tout à l'heure très rapidement. L'Europe de la défense n'existe pas. La France, vous l'avez rappelé, avec juste raison, en 1954, a refusé la CED, la Communauté européenne de défense, qui était l'ébauche d'une Europe de défense. Avec des arguments, bon, ça se passait il y a 50 ans, à mon avis, depuis, on doit pouvoir revoir la question. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Bien sûr, si on veut que l'Europe pèse dans le monde, et l'Europe, elle est face aux États-Unis, elle est face à la Chine, elle est face même à la Russie, qui reste quand même, au moins au point de vue militaire, une grande puissance, il faut effectivement qu'elle s'organise. Il faut qu'il y ait une Europe de la défense. Tout ce que vous dites est vrai. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et au Mali, on est les seuls. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, on est quand même soutenu par une partie. D'une part, les Européens donnent de l'argent, et deuxièmement, maintenant, il y a aussi des soldats, y compris lituaniens, etc. Mais enfin, quand même. Petits contingents. Mais comme vous dites tout à fait justement, des petits contingents. Et c'est vrai que c'est la France qui est d'abord en première ligne. C'est ça qu'il faut changer, effectivement. Mais ça, que vous le vouliez ou non, ça veut dire, si on va vers ça, ça veut dire qu'on va vers davantage d'Europe. Alors moi, ça ne me gêne pas. Simplement, il faut l'accepter. D'un mot pour terminer sur cette histoire de drapeau, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en fait, qu'est-ce que vous voyez? Ça va de Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Zemmour. Pécresse est un peu plus ambigu, parce qu'elle dit qu'il fallait les deux drapeaux, etc. Enfin, ceux qui ne veulent pas du drapeau européen, c'est les gens qui sont contre l'Europe. C'est aussi bête que ça. Mais ils ont le droit. On a le droit d'être contre l'Europe. Mais au moins, disons-le. Ce sont des patriotes de pacotille? Mais disons-le, et n'employons pas des mots comme attentat ou comme outrage, etc. C'est pas la peine. Gabriel Cluzel. Non, mais moi, je suis frappée de la rapidité avec laquelle vous faites passer le drapeau bleu-blanc-rouge avec pertes et profits, et on jette l'anathème sur ceux qui protestent, qui émettent des doutes, soit ils courent derrière l'extrême droite, soit ils n'aiment pas l'Europe. Non, mais c'est extrêmement inquiétant, parce qu'encore une fois, comment on va réussir à faire aimer notre pays à nos enfants? Et Dieu sait si aujourd'hui, ça semble être compliqué, la situation. Normalement, on rassemble un pays autour de son drapeau. Si, finalement, on justifie très bien que... on le mette dans un placard et qu'on n'en parle plus. Clément Beaune est évidemment de mauvaise foi parce que, et c'est stipulé par toutes les réponses, encore une fois, qui ont été faites par les divers gouvernements, c'est que quand on met le drapeau européen, on ne le met jamais, jamais seul. Le préalable, c'est le drapeau français. Alors, vous parlez d'Europe de la défense. Effectivement, c'est assez dangereux parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que ce qui fait la force de la France aujourd'hui, c'est qu'elle a une défense... alors certes, elle est la seule à aller au carton, c'est quand même assez regrettable, tout le monde la regarde un peu faire,
mais elle a une armée qui est autonome dans tous les domaines. Alors Éric Zemmour dit le problème, c'est qu'elle est échantillonnesque. Je crois que c'est son expression, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, mais en petite quantité. Mais le problème, c'est que si on faisait une armée de la défense telle que l'envisagent certains, on perdrait complètement notre souveraineté en matière de défense, parce qu'il y aurait un tel qui se garderait, enfin, je connais rien à la chose, donc je caricature peut-être, mais qui se garderait la cavalerie, un autre l'artillerie, un troisième les drones. Donc ça veut dire qu'on est incapable ensuite d'avoir une action autonome. Donc c'est quand même très périlleux, surtout quand on voit l'utopie de qu'est l'Union européenne. Regardez encore une fois la crise des sous-marins, l'Allemagne qui nous a mis des pots de banane durant toute cette crise. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas fourni un sous-marin nucléaire à l'Australie, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il fallait être le bon élève qui ne fait pas de nucléaire, alors que ça aurait été plus simple. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais ça aurait été une éventualité. Mais comme l'Allemagne est depuis le départ, pour des raisons longue et à expliquer et fâchée avec le nucléaire, eh bien la France aussi doit forcément être fâchée avec le nucléaire et ne doit plus faire de nucléaire pour personne. Donc, vous voyez, on va être encore les dindons de la farce. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'Emmanuel Macron, il fait partie de ces politiques qui aiment plaire à leur père, P-A-I-R-S. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment plaire à leur peuple et il y en a qui aiment plaire à leur père. Et bien lui, il aime plaire à ses pères. Donc il va être le bon élève d'Europe. Et dernière remarque, moi, qui m'a frappée, c'est que pour annoncer que la France serait présidente, là, vous savez ce qu'il a fait? Il a tweeté en anglais. Mais alors on dit que ça va permettre à la France de retrouver, de se mettre en avant, et il tweet en anglais. On vient juste de mettre les Anglais en plus hors de l'Europe, c'est quand même donc c'est des petites choses internationales. C'est la langue qui sera. Mais il y a plus d'anglais en Europe. Mais c'est au même titre que le chancelier allemand qui vient et qui dit un propos liminaire en français parce qu'il est en France. Oui, mais il n'y a plus d'anglais en Europe. Il n'y a plus d'anglais, mais l'anglais est la langue qui est utilisée par comprise par tout le monde. Oui, mais le français, tous les pays scandinaves. Le drapeau à la trappe, la langue à la trappe, ça va continuer. La culture, il n'y a pas de culture française, il y a des cultures françaises. Donc, et après, on nous dit, mais est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est pas un peu exagéré quand on dit qu'il n'aime pas la France? Mais alors, est-ce que ce ne serait pas vivre avec son temps, plutôt? Non, mais si sa présidente français parle anglais. Il n'a jamais été question de s'il aurait tweeté en allemand, en italien, ça aurait du sens, mais pas en anglais au moment où on a foutu la Grande-Bretagne dehors. Ah, donc on va faire le lituanien, le slovaque, l'allemand. Non, mais aux Jeux Olympiques, c'est ce que parfois il fait. De temps en temps, Emmanuel Macron l'a fait, il tweetait en plusieurs langues. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça en anglais au moment où on met l'anglais dehors? Parce qu'il y aura 27 langues, un peu moins de 27 langues, mais bon. La Grande-Bretagne, on ne les a pas mis dehors, c'est eux qui sont partis. Et deuxièmement, l'anglais, et qu'on le veuille ou non, on peut le regretter. C'est vrai qu'on préférait tous que, comme au XVIIIe siècle, l'Europe parle français, mais c'est plus le cas. Malheureusement, c'est plus le cas. Et dans la langue qui est parlée de façon très importante, le plus partout en Europe, c'est l'anglais. C'est l'anglais dans quasiment tous les pays maintenant. Hélas, le français est reculé et les gens parlent anglais. Et dans les pays scandinaves, tout le monde parle anglais. Oui, en Allemagne, tout le monde parle anglais. Et alors, quant au drapeau, il n'a jamais été question, bien évidemment, surtout pas d'abandonner le drapeau français. Et quant à l'Europe de la défense, il n'est pas non plus question, personne ne prétend que la France, du moins je le souhaite, ne dise que la France va abandonner sa souveraineté nucléaire, etc. On a toujours un siège au Conseil de l'ONU, on a l'arme atomique, on est le seul pays européen à l'avoir. Avant, il y avait l'Angleterre, mais ils sont partis, il n'y a plus que la France. Cher Roger Ruard, on ne vous a pas beaucoup entendu. Bon, vous êtes médecin généraliste, vous inquiétez pas, ça va être votre tour très bientôt, parce que dans la prochaine partie, on va parler justement de la crise sanitaire, du Covid, et notamment de l'interview d'Olivier Véran, pas que, mais de l'optimisme affiché d'Olivier Véran dans le journal du dimanche. Aujourd'hui, on sera également avec Jean-François Saluzzo, virologue et consultant en virologie auprès de l'OMS. Et dans notre prochaine partie, vous restez bien sur CNews. À tout de suite. De retour dans la belle équipe de ce dimanche 2 janvier avec mes invités du jour, Gabriel Cluzel, William Tay, Roger Ruard et Gérard Leclerc. Également avec nous à distance, Jean-François Saluzzo, virologue, consultant en virologie auprès de l'OMS. On ne vous voit pas, mais on vous entend. C'est déjà un bon début, cher Jean-François. Ah bah ça y est, on vous voit, très bien. Bonjour à vous, cher Jean-François Saluzzo. Je vais revenir vers vous dans quelques toutes petites secondes. Ne bougez surtout pas, parce que dans cette deuxième partie d'émission, on va évoquer la crise sanitaire. Quelques changements sur les règles d'isolement, quelques assouplissements plutôt pour éviter notamment une paralysie du pays, ou du moins un ralentissement. On va y revenir. Mais avant, on va se pencher sur l'interview d'Olivier Véran dans le journal du dimanche. Aujourd'hui, le ministre de la Santé évoque cette 5e vague, cette vague Omicron. Eh bien, pour lui, ce sera peut-être la dernière. Jean-François Saluzzo, qu'en pensez-vous ?
Écoutez, j'avoue que je suis un peu perdu dans toutes ces déclarations. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près 15 semaines, on nous parlait d'une situation catastrophique avec peut-être 200, 400 000 cas. On nous annonçait peut-être une 4e dose de vaccination. Et là, on nous dit que vu que le virus Omicron circule intensément, une immunité de groupe va se faire, mais dans le même temps, on nous propose des mesures telles que le port de masque en extérieur. Alors que si on pense que la solution, c'est de laisser circuler le virus, ça serait peut-être plus logique. Alors, je pense qu'il faut être très prudent. D'abord, très prudent par rapport aux personnes non vaccinées, car ce virus qu'on appelle atténué, c'est quand même un virus qui donne des infections respiratoires qui peuvent être sévères chez les personnes qui sont fragiles. D'autre part, l'histoire de l'atténuation et de la disparition progressive de l'épidémie, c'est un phénomène naturel pour chaque épidémie. Chaque grande épidémie virale, le virus circule intensément. Lorsqu'une immunité de groupe s'installe, seuls les nouveau-nés sont réceptifs au virus. C'est ce qu'on appelle les maladies infectieuses pédiatriques. C'est pour ça que les vaccins sont destinés aux enfants. Dans le cas présent, on en est encore loin d'avoir cette immunité. Par exemple, dans la rougeole, il faut à peu près 90 à 95% de personnes protégées pour arrêter la circulation du virus. Donc vous voyez qu'on en est encore très loin. Et en ce qui concerne l'immunité globale que l'on obtient avec les virus rougeole, oreillon, rubéole, etc., la particularité de ces virus, c'est qu'ils induisent une immunité définitive à très long terme et stérilisante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu la rougeole, vous ne recontractez pas le virus, vous ne le retransmettez pas. Vous voyez que dans le cas présent, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec l'Omicron, non seulement la maladie ne protège pas d'une surinfection, et comme on n'est pas capable de faire mieux avec un vaccin, il n'existe pas de vaccin qui fasse mieux qu'une immunité naturelle. Donc le virus va continuer à circuler. Donc on va peut-être effectivement voir une atténuation, mais c'est le virus qui va être maître du jeu, puisque le virus, c'est lui qui décidera en fait son départ éventuel. Ça existe. C'est exactement ce que dit d'ailleurs Éric Dupond-Moretti dans le Parisien ce matin. Il dit que c'est un petit peu le virus qui donne les décisions et qui donne le tempo depuis maintenant 2 ans. Roger Ruat, vous entendez Jean-François Saluzzo, vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que Olivier Véran a raison de dire que ce sera la dernière vague? On n'en sait rien au final. Alors, non, ça a raison ou pas raison. Peut-être la dernière vague, voilà, il y a une nuance. On saura dans l'avenir. Il veut donner peut-être une certaine note d'optimisme en ce début d'année, ce qui n'est pas inutile pour tout le monde, parce qu'on voit que le moral des Français s'est bien dégradé quand même. Après, oui, les histoires naturelles des épidémies virales montrent qu'il y a toujours ces grandes envolées à la fin, et qu'ensuite le virus se disperse un petit peu et devient latent, mais qui ne se développe plus de façon endémique ou épidémique, je veux dire, ou voire pandémique, comme les maladies infectieuses qui ont été signées, rougeole, etc. On a encore quelques cas, bien sûr, toujours. Le virus n'a pas disparu totalement de la Terre, mais par contre, avec le pourcentage d'immunité vaccinale et collective, on arrive à avoir très peu de cas de rougeole, heureusement, parce que la rougeole reste une maladie mortelle. Alors justement, l'immunité collective, on en parle depuis 2 ans, bientôt 2 ans. Maintenant, même 2 ans, parce que déjà, la crise était déjà là, au début janvier dernier. Cette fameuse immunité collective, est-ce qu'on va pouvoir y arriver un jour? Alors là, on est quand même proche d'y arriver. Il faut donner des touches d'optimisme. C'est vrai, avec plus de 80% de vaccinés déjà, avec un schéma vaccinal à 3 doses qui va se compléter dans les semaines à venir, avec aussi tous les cas de contamination qu'on voit aujourd'hui, qui sont très nombreux, plus de 200 000 par jour. Ça veut dire que sur ces 200 000 cas, et là, certains iront peut-être à l'hôpital et en réanimation, mais les autres, qui sont peu symptomatiques, vont être vaccinés. Ça va rajouter au potentiel vaccinal de l'immunité globale. Jean-François Saluzzo, Olivier Véran dit également dans cette interview que le variant Omicron est moins dangereux que le variant Delta. Alors, il se base sur des données anglaises, notamment, qui a subi de plein fouet cette vague Omicron avant nous. Quelles sont ces données? Est-ce que vous pouvez étayer un petit peu ce propos, si vous allez dans ce sens d'ailleurs? Oui, c'est des informations que l'on a données dès le départ avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais encore une fois, il faut bien comprendre qu'il y a 2 formes d'atténuation de la maladie. C'est d'une part chez les personnes vaccinées, ça c'est évident. Ce virus circule chez ces personnes vaccinées et ne provoque pas de maladie sévère. Chez les personnes non vaccinées et en particulier fragiles, même si ce virus est légèrement plus atténué, certains pensent qu'il se réplique principalement au niveau de l'appareil respiratoire supérieur, mais il n'empêche
n'empêche qu'il reste un virus à tropisme pulmonaire et donc il peut être responsable d'infections graves chez les personnes non vaccinées et chez les personnes, disons, fragiles pour différentes pathologies. Donc restons prudents avec cette notion-là. Maintenant qu'un virus devient totalement atténué, ça c'est peu vraisemblable. Un virus atténué, par définition, ça existe, ce sont les vaccins, on a atténué le virus, mais dans ce cas-là, un virus atténué est un virus qui se multiplie beaucoup moins bien. Vu le niveau de transmission de ce virus, il est probable qu'il restera pathogène et développera des maladies assez sévères chez les personnes non vaccinées. Alors justement, Olivier Véran se base sur les données anglaises. Je vous propose de voir les détails avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Un variant moins virulent, moins de formes graves et moins d'hospitalisation, c'est la conclusion de 2 études britanniques, dont la dernière a été publiée vendredi par l'Agence nationale de santé. C'est l'équivalent français du conseil scientifique. En collaboration avec l'université de Cambridge, les scientifiques ont étudié près d'1 million de cas ces dernières semaines. Ils estiment bien qu'avec Omicron, le risque d'hospitalisation est réduit de 2/3. En revanche, l'extrême contagiosité de ce variant pose problème. Les scientifiques britanniques estiment que le Royaume-Uni pourrait compter jusqu'à près de 2 millions de cas par jour si aucune mesure n'était prise. Éviter la propagation exponentielle d'Omicron, voilà désormais l'objectif numéro 1 au Royaume-Uni. Alors effectivement, donc il y a plus de cas, donc plus d'hospitalisation, mais pas forcément en réanimation. Et il est là, le delta, si je peux me permettre, très important, cher Jean-François Saluzzo. Oui, bien sûr, ça c'est le point vraiment très intéressant. Il y a beaucoup plus de cas, et notamment des cas chez les personnes vaccinées. Et tout ceci concourt vers une non-hospitalisation qui n'entraîne pas nécessairement le passage en réanimation. Ça, c'est un point très important qui est le résultat à la fois de l'évolution de ce virus, car les virus évoluent, ça c'est évident, et d'autre part de la vaccination. Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, parle de 1500 à 5000 admissions à l'hôpital par jour d'ici à la mi-janvier parce que le nombre de cas va continuer à augmenter. Ce sont en tout cas les prédictions. L'hôpital va-t-il pouvoir absorber, même si ce ne sont pas des lits en réanimation, va-t-il pouvoir absorber 5000 admissions en plus par jour, en plus des soins du quotidien, entre guillemets, toujours aussi malheureux d'ailleurs. Écoutez, en période hivernale, ce sont des situations qui malheureusement se produisent régulièrement en milieu hospitalier avec, vous savez, quand il y a eu l'épidémie de grippe il y a 4 ou 5 ans où le vaccin ne coïncidait pas exactement, la situation était également extrêmement tendue. Donc les hôpitaux ont le courage et l'organisation interne de lutter contre cette augmentation. Mais n'oublions pas qu'il ne faudrait pas que l'épidémie de grippe s'emballe au cours du mois de janvier, car là, la situation deviendrait évidemment catastrophique. Il serait là le problème, Roger Ruat ? Oui, en partie oui, parce que là, on sent les frémissements de l'épidémie de grippe qui commence à poindre. Pour l'instant, on n'est pas en termes épidémiques, mais c'est à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, ça risque d'être une coïncidence malheureuse. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de cas, heureusement, avec le vaccin, quand même, ça atténue énormément. Et ça permet de penser que les modélisations qui ont été faites l'année dernière en termes de pourcentage de gens qui allaient à l'hôpital ou en réanimation par rapport à aujourd'hui sont probablement décalées. Et donc, on peut espérer qu'ils se trompent quand même. Jean-François Saluzzo, faudrait-il faire comme au Royaume-Uni, justement, pardonnez-moi de prendre cet exemple, mais comme nous étions à Londres il y a quelques instants, commencer à ouvrir des lits supplémentaires en attendant un éventuel pic des admissions à l'hôpital ? Pour anticiper. Écoutez, ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire, ça c'est évident, puisque ça fait quand même 2 ans que l'épidémie est là. Maintenant, dans l'urgence... Pardonnez-moi, je refais ma question, ce sont des lits d'appoint. Il parle de lits d'appoint et non pas de lits à l'hôpital, c'est-à-dire dans les gymnases, etc. Écoutez, oui, c'est toujours possible de le faire, mais ça, le corps médical a l'habitude de réagir face à cette situation. Mais ce qu'on comprend d'après ce que dit le ministre, le pic va arriver assez rapidement. Le virus va ensuite diminuer d'intensité, probablement dans 3, 4, 5 semaines. Donc, si vous voulez, le temps de mettre toute cette infrastructure qui, malheureusement, n'existe pas et pour laquelle n'est pas préparée. Regardez les Chinois, ils ont des plans de préparation des hôpitaux construits en quelques semaines. Donc là, c'est assez difficile de réagir. Mais je pense que les hôpitaux, eux, peuvent faire le nécessaire. Je ne suis pas très inquiet sur ce point-là.
Jean-François Saluzzo, vous restez bien avec nous. J'aimerais qu'on évoque avec vous, Camille Baron, bonjour Camille, les nouvelles règles quant à l'isolement des cas positifs et des cas contacts notamment. Commençons par les personnes testées positives. Qu'est-ce qui change ? Alors déjà, il faut distinguer les personnes vaccinées et non vaccinées. Pour celles qui ont un schéma vaccinal complet, la durée d'isolement, elle était de 10 jours. Elle passe donc à 7 jours et elle pourra même être levée au bout de 5 jours avec 2 conditions. Il faut avoir un test PCR ou négatif, PCR ou antigénique, négatif et une absence de symptômes depuis 48 heures. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont vaccinées. Pour celles qui ne le sont pas, l'isolement reste de 10 jours et il pourra être levé au bout de 7 selon les mêmes conditions. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi de faire cet allègement ? Eh bien tout simplement, il essaye de trouver un équilibre entre la situation sanitaire, répondre au raz-de-marée Omicron et en même temps éviter un absentéisme trop fort dans les entreprises, notamment à cause de ce variant. Des changements également pour les cas contacts, plus de quarantaine pour les personnes cas contacts vaccinées avec un schéma vaccinal complet. Oui, c'est bien ça, plus d'isolement, mais le gouvernement le dit quand même, il faudra continuer à bien respecter les gestes barrières, à télétravailler si possible. Et dans le détail, il sera toujours nécessaire de faire un test au moment où vous apprenez que vous êtes cas contact et puis ensuite des autotests, 1 2 jours après et 4 jours après. Les autotests qui vous sont fournis gratuitement en pharmacie. Alors pourquoi c'est plus simple ? Eh bien parce que c'est la même chose pour tous les variants, alors qu'avant, pour le variant Omicron uniquement, vous deviez vous isoler pendant 7 jours et même jusqu'à 17 jours si vous viviez sous le même toit qu'une personne contaminée. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont vaccinées. Pour celles qui ne le sont pas, qui n'ont pas en tout cas un schéma vaccinal complet, là, l'isolement reste de 7 jours et vous aurez besoin en effet d'un test négatif pour en sortir. Et attention à bien noter que cette catégorie des personnes non vaccinées, elle va aussi concerner dès le 15 janvier les personnes qui n'ont pas fait leur dose de rappel. Et pour terminer donc, avec cette fameuse dose de rappel, le délai pour se la procurer est lui aussi raccourci. Oui, on savait, donc je vous le disais, le 15 janvier, la dose du rappel, elle devient obligatoire pour conserver son passe sanitaire, peut-être bientôt passe vaccinal, avec un délai donc de 7 mois pour faire sa dose de rappel après la deuxième dose. Et bien, dès le 15 février, ça se durcit puisque ce n'est plus 7 mois, mais 4 mois de délai. C'est un vrai défi, puisque ça veut dire qu'en 5 semaines appel, il va falloir injecter au moins 25 millions de doses de rappel. Merci beaucoup, Camille Baron, pour toutes ces explications très claires. Roger Ruat, 25 millions de doses de rappel en 5 semaines seulement. Ça va être compliqué. Est-ce seulement faisable ? Non. Ça va être compliqué parce qu'avec les efforts énormes qui ont été faits depuis le mois de juillet, on a vu qu'on avait quand même une limite qui était infranchissable, c'est la limite des mains, des bras et des heures. On ne peut pas aller trop vite, c'est pas possible. Que ce soit un objectif, oui, bien sûr, mais c'est irréalisable. Alors, juste pour une précision, on a donc désormais 4 mois pour se procurer la dose de rappel. Néanmoins, on peut la faire au bout de 3 mois, c'est bien ça. C'est ce délai qui a été raccourci depuis lundi par l'annonce du Premier ministre. Voilà, donc je vous conseille de suivre toutes les conférences de presse à peu près tous les 3 jours du gouvernement. Et c'est ça aussi où ça devient compliqué avec toutes ces données-là. Vous savez, on a pris à peu près 3 minutes pour tout expliquer bien en détail, pour tout bien comprendre, les règles d'isolement, les règles des doses de rappel. Ça devient compliqué. Oui, il y a deux choses. Il y a d'une part le gouvernement, comme tout le monde, comme tous les pays, comme les autorités scientifiques elles-mêmes, tâtonnent un peu, puisqu'on découvre, il faut toujours rappeler que cette maladie, cette pandémie, c'est les variants, etc., on les découvre au fur et à mesure. Et puis, deuxièmement, il faut concilier, bien évidemment, tout ce qui est santé, sécurité sanitaire, mais également, il faut aussi en parler, le fonctionnement du pays. Parce que si à l'arrivée, tout le monde est confiné, tout le monde ne sort plus de chez soi, donc n'attrape plus la maladie, mais que le pays s'arrête, c'est pas possible non plus. C'est ce que donc voilà, on joue entre 10% de la population est cas contact, voilà. C'est-à-dire 10% de la population qui ne travaille pas. On joue avec tous ces différents paramètres, c'est très compliqué. Il faut quand même souligner que la France a plutôt moins, non seulement plutôt, mais a moins confiné que la plupart de ses voisins, que les écoles sont restées davantage ouvertes. En faisant ça en même temps, on prend aussi un risque. Donc, vous voyez, c'est un jeu à mi-chemin entre l'Angleterre et nos voisins, c'est un jeu qui est quand même assez subtil et assez difficile. Gabriel Cluzel.
Oui, alors déjà, il faut suivre. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense bien malin qui peut dire, après toute cette présentation, qui doit faire quoi, quand. C'est vrai que moi, je trouve que l'angle mort de cette gestion de crise, c'est l'immunité naturelle acquise. On ne peut pas dire qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 vagues, et puis faire fi de cette immunité. On parle beaucoup de la vaccination. Il y a les vaccinés, les non-vaccinés, mais il y a aussi ceux qui ont été contaminés naturellement, parce que et ça, on a l'impression que c'est complètement oublié. On n'a pas du tout fait de politique appuyée sur la sérologie, et il y a un certain nombre de médecins qui me disent ça aurait été une approche intéressante. Par exemple, en Suisse, j'ai vérifié depuis le mois de novembre, si vous avez une sérologie avec un taux d'anticorps à un certain niveau, eh bien, vous pouvez obtenir un pass sanitaire, et ça aurait peut-être permis d'éviter d'enquister déjà le conflit entre vaccinés et non vaccinés. On voit là qu'il y a toujours 2 statuts. Pardon, mais c'est pas toujours très cohérent, parce que moi, on m'explique qu'on peut rappeler le personnel soignant positif vacciné, mais on évince le personnel soignant pas vacciné négatif. Moi, tous les médecins auxquels j'en parle me disent oui, c'est vrai que la logique, c'est pas très clair. Et puis, ça rentre dans ce que fait Israël actuellement, finalement, qui se dit cette immunité existe, et donc apparemment ils ont décidé de ne plus aller vers la 4e dose, mais plutôt de laisser cette immunité s'installer. William Tay, je vous donne la parole dans un instant. J'aimerais qu'on écoute Jean-François Saluzzo. Vous vouliez réagir, je crois. Oui, écoutez, non, mais je pense que c'est une véritable usine à gaz qu'on est en train de mettre en place. Déjà, où il suffit de se balader dans la rue, dans les villes où le port du masque est obligatoire, on s'aperçoit que la majorité des gens ne mettent pas de masque. Et si on leur demande pourquoi, c'est qu'ils n'étaient pas au courant des décisions gouvernementales. Alors là, vous voyez très bien la complexité dans laquelle on se trouve. Comment voulez-vous que les Français suivent toute cette législation? Mais ce qui est très important, je crois, c'est qu'il ne faut pas que les Français perdent confiance dans le vaccin. Car de nos jours, le grand problème avec le vaccin, c'est que certains commencent à dire « mais ce n'est pas un vaccin, c'est un non-sens, il n'y a pas de raison qu'après 3 doses, je puisse encore être infecté ». On nous a menti. Ça, c'est très important parce que ça commence à circuler dans la population. Et il faut clairement expliquer que nous sommes devant une situation très particulière qui est celle des infections virales respiratoires. Toute infection virale respiratoire est très difficile à contrer parce que l'immunité, c'est une immunité qui se fait au niveau des muqueuses pulmonaires nasales. Et cette immunité-là est très difficile à acquérir. Et au niveau des vaccins, on ne sait pas faire des vaccins qui protègent parfaitement au niveau de l'immunité nasale et au niveau de l'immunité pulmonaire. Et d'une façon générale, on ne sait pas faire de vaccins qui protègent contre les infections qui passent par les muqueuses. C'est même le cas du sida, les infections qui passent par voie vaginale et autres. On n'a jamais été capable de faire des vaccins contre le gonocoque, contre la syphilis, etc. Et là, avec ces infections respiratoires, il faut que les Français comprennent qu'il est tout à fait normal qu'on puisse continuer à excréter du virus parce qu'il n'existe pas de vaccin capable de bloquer à ce niveau-là les infections. Et donc, ce n'est pas le vaccin qui est mis en cause, c'est la particularité de cette maladie, c'est la particularité du Covid-19 qui fait qu'il n'y aura pas d'autre solution que de continuer malheureusement à être infecté et de rejeter du virus. Par contre, ce vaccin est remarquablement efficace dans les formes sévères et nous protège contre la maladie. Et c'est ça qu'il faut justement, et ce que vous venez de faire d'ailleurs, Jean-François Saluzzo, qu'il faut expliquer. Tant que vous parlez d'infection, on en parlait avec Roger Ruat juste avant l'émission, je suis asymptomatique, pourtant je suis testé positif, est-ce que je suis contagieux? Ou aussi contagieux qu'une personne symptomatique? Disons, toujours pareil, généralement les personnes asymptomatiques, évidemment, multiplient le virus, peut-être en quantité moindre, mais surtout sur une période beaucoup plus courte, car ça veut dire que le système immunitaire réussit à maîtriser le virus. Mais effectivement, la personne demeure contagieuse. William Tay, sur ces règles qui changent du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain. Après tout, aussi, le gouvernement navigue à vue, comme tous les gouvernements, en fonction des données qu'on a sur les nouveaux pardonnez-moi, les nouveaux variants, etc. William Tay,
sur ces mesures? Est-ce que c'est plus compréhensible tout ça? Autant moi je comprenais la doctrine du gouvernement qui s'approchait de plus en plus de celle de Boris Johnson, qui était en gros d'inciter à la vaccination et de laisser circuler le virus et d'accorder le maximum de liberté. Autant les différentes règles rentrent en contradiction avec cette philosophie globale. En fait, jusqu'au fait de Noël, on comprenait à peu près quelle était la philosophie. Ça veut dire si vous faites vacciner, vous aurez une vie presque normale, et ceux qui étaient non vaccinés étaient discriminés par rapport aux vaccinés. Mais là, comme on rétablit le port du masque obligatoire en extérieur et comme on rétablit différentes mesures, du coup ça rentre d'un point de vue psychologique en termes de politique publique en contradiction avec le discours global qui était si vous êtes vacciné, vous aurez un retour à la vie presque normale. Et donc du coup, le gouvernement est en train d'opérer comme en début 2020 sur la question de la vaccination, et lorsqu'il avait établi des règles entre les commerces essentiels, la distinction avec les commerces non essentiels, en train de faire une usine à gaz auquel les Français, en termes de politique publique, ont besoin de discours clairs pour comprendre quelle est la marche à suivre. Moi, j'étais davantage sur la ligne, et je le trouvais très cohérente, à partir du discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron introduisant le pass sanitaire, puis ensuite, juste avant les vacances de Noël, introduisant le pass vaccinal pour du coup séparer la population vaccinée et non vaccinée, dans la mesure où les personnes vaccinées avaient quasiment aucune chance d'aller en réanimation, en tout cas très faible, hormis les personnes qui étaient dans une situation très fragile. Et donc, du coup, ces personnes-là pouvaient laisser circuler le virus, et ça allait dans le même sens que affaiblir les règles d'isolement, enfin réduire le délai d'isolement pour les personnes vaccinées. Si par cas, vous introduisez des règles de plus en plus difficiles, et donc du coup, vous instaurez un climat anxiogène, notamment en rétablissant la mesure symbolique du port du masque à l'extérieur, du coup, vous entrez en contradiction avec cette doctrine, et la philosophie d'Emmanuel Macron, qui était de laisser circuler le virus pour laisser, du coup, entamer la reprise économique, est complètement battue en brèche, dans la mesure où les personnes ont peur du virus et ne sont pas incitées à investir, à consommer, à sortir dehors. Et donc, du coup, il est en train de casser toute la reprise et casser toute sa doctrine mise en place depuis le 12 juillet. Gérard Leclerc. C'est vrai qu'il y a une petite contradiction, mais il y a quand même un élément nouveau qui change tout, c'est Omicron. Quand vous arrivez à avoir 200 000 contaminations par jour, ça change quand même largement la donne. Alors le gouvernement continue à insister sur la vaccination, et je pense qu'il a raison. Les mesures, les autres restrictions qui sont prises pour l'instant sont quand même très limitées. Bon, c'est le port du masque, mais on n'a pour l'instant pas touché aux restaurants, aux salles de spectacle et d'une façon générale à la vie quotidienne. Il n'y a pas de couvre-feu, rien de tout ça. Moi, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je comprends pas très bien, c'est pourquoi il a refusé, il a abandonné l'idée du pass sanitaire dans les entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut véritablement inciter les gens à se vacciner et à les mettre en garde toute contamination, la preuve c'est que dans les rues on remet le masque. C'est quand même assez étonnant que dans l'entreprise, c'est-à-dire là où les gens, tous ceux de la population active, passent le plus clair de leur temps, là il n'y ait pas de mesures qui soient prises. Alors je sais que on va répondre que c'est très compliqué, que les syndicats n'en voulaient pas parce qu'ils craignent des jalousies entre les salariés, que les chefs d'entreprise, ça complique leur vie, tout ça est vrai. Mais en même temps, je trouve que là, il y a une petite contradiction. Si véritablement on veut prendre toutes les mesures pour inciter les gens à se faire vacciner et pour éviter donc une crise vraiment au niveau des hôpitaux, etc., je pense que la logique aurait été de faire un pass sanitaire également dans les entreprises. On demande au restaurant, pourquoi ? Pour aller au restaurant, il faut un pass maintenant même vaccinal, et pour aller au travail, il n'en faut pas. Un truc qui est bizarre. Au-delà du fait que ce soit faisable ou non, est-ce que ce serait valable ? Est-ce que ce serait utile pour lutter contre l'épidémie ? Alors, les études ne sont pas tout à fait concordantes là-dessus. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il n'y a pas plus de contamination dans les entreprises. Donc ça, ce n'est pas une réalité. Et moi, c'est surtout sur le principe. Je veux dire qu'on peut choisir de ne pas aller au restaurant, au cinéma, etc., en disant « je ne veux pas être vacciné, je choisis ». Mais on ne peut pas choisir de ne pas aller au travail. On ne peut pas risquer d'avoir des mesures de contrainte, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées de licencier du personnel parce qu'ils refusent d'aller vacciner. Moi, je m'y oppose à ce genre de choses. Jean-François Saluzzo, j'aimerais, pour terminer cette partie, qu'on évoque les femmes enceintes, parce qu'Olivier Véran, et on a très peu parlé aujourd'hui, s'attarde également sur les femmes enceintes. Il y en a de plus en plus qui arrivent en réanimation parce qu'elles ne sont pas vaccinées, mettant donc en péril leur grossesse. Le vaccin, question toute simple, le vaccin est-il conseillé pour les femmes enceintes ? Oui, d'une façon générale, les vaccins, disons, inertes, c'est-à-dire dans lesquels le virus ne se multiplie pas dans l'organisme. Vous savez qu'il existe deux groupes de vaccins, des vaccins vivants, comme la rougeole, la fièvre jaune, etc. Dans ce cas-là, le virus se multiplie dans l'organisme et effectivement, là, il n'est pas recommandé de vacciner les personnes enceintes, bien que dans le cas de la fièvre jaune, par exemple, quand il y a des épidémies en Afrique, on vaccine. Mais là, effectivement, il est préférable de ne pas vacciner. Mais les vaccins inertes comme le vaccin qui ne se multiplie pas puisque c'est de l'ARN qui produit une protéine ou d'autres vaccins, là il n'y a pas de contre-indication pour les personnes enceintes.
Vous êtes d'accord? Vous avez eu ces cas-là de femmes enceintes qui viennent vous poser la question? Tout à fait d'accord, et d'autant plus qu'il y a un risque pour le futur enfant. Si la mère développe une forme grave de la Covid, il y a un risque pour le futur enfant. Donc il vaut mieux que les femmes enceintes soient vaccinées. Jean-François Saluzzo, on va terminer avec vous, parce qu'il y a ce dernier espoir, enfin un nouvel espoir, un autre encore, le Paxlovid. C'est cet antiviral développé par Pfizer. Les autorités sanitaires européennes et françaises sont en train de voir s'il peut arriver sur le marché assez rapidement. C'est déjà le cas en Israël notamment. Qu'en sait-on de cet antiviral ? Écoutez, contrairement aux molécules antérieures, vous savez, on avait parlé de l'hydroxychloroquine, etc., d'autres molécules qui avaient des effets, disons, in vitro, c'est-à-dire dans les tubes à essai, on pouvait bloquer la pénétration du virus, mais malheureusement, on ne marchait absolument pas, ce qui est tout à fait logique, car des médicaments antiviraux, il n'y a pas de médicament antiviral à large spectre, c'est-à-dire, c'est pas du tout comme les antibiotiques, où on vous donne un antibiotique qui peut couvrir un nombre important d'infection et on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic précis. Dans le cas des antiviraux, il faut créer des molécules pour chaque famille de virus. Nous n'avions aucun anti-coronavirus lorsque l'épidémie est arrivée et il n'est donc pas étonnant que ce soit le programme Discovery ou que ce soit les essais d'autres laboratoires n'aient pas porté de fruits. Là, on rentre dans un système de blocage du virus. Donc, ce traitement apparaît probablement efficace et on a déjà des résultats. Le grand problème, c'est qu'il faut être donné dans la phase de réplication du virus, qui n'est pas la phase la plus sévère. La phase la plus sévère, c'est-à-dire lorsque les personnes sont hospitalisées en dépression respiratoire, là, ce n'est pas le virus qu'il faut bloquer, c'est combattre l'inflammation. Donc, il faut donner ce médicament de façon, dans une courte période, et à mon avis, il sera réservé beaucoup plus aux personnes non vaccinées et à risque, parce que les personnes vaccinées ou les personnes en bonne santé, à mon avis, il n'y a pas de raison, même si malheureusement il y aura 1 ou 2 décès qui échapperont parce qu'on ne les a pas traités, mais c'est donc une utilisation limitée à ces personnes. Merci Jean-François Saluzzo, merci pour toutes ces explications. Passez une belle journée, vous restez bien autour de la table, on revient tout de suite sur CNews. Allez, de retour dans la belle équipe sur CNews pour cette dernière partie d'émission. On va évoquer... Vous ferez quoi le 10 avril prochain, Gérard Leclerc ? C'est le premier tour, non, c'est ça? Oui, bonne réponse, bravo Gérard, j'ai essayé de vous piéger. Bon, c'est impossible de piéger Gérard Leclerc, évidemment. Parce qu'effectivement, le 10 avril prochain, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Ça ne vous aura pas échappé. La campagne, elle, a déjà commencé. Et après une trêve de Noël, elle devrait reprendre de plus belle, notamment cette semaine. Quelles sont les forces en présence, chère Élodie Huchard ? Eh bien, tous les candidats ont commencé effectivement à caler cette première semaine de rentrée, une rentrée particulière parce que normalement, on est au début du mois de janvier. Les candidats doivent pouvoir se projeter sur plusieurs mois, notamment dans leurs déplacements en France ou à l'étranger. Évidemment, la crise sanitaire chamboule un petit peu tout. On a moins de visibilité sur le long terme. Mais alors, pour cette semaine, d'abord du côté de Valérie Pécresse, un début de semaine assez politique. Elle va réunir autour d'elle son comité stratégique. Elle va inaugurer son quartier général de campagne. Elle va dévoiler son organigramme et puis ensuite en termes de déplacement, elle mettra à l'honneur d'abord la lutte contre les violences faites aux femmes mardi et puis jeudi, elle sera en déplacement en province sur un thème un peu plus régalien du côté d'Éric Zemmour. D'abord des vœux à la presse et puis un déplacement dans l'Eure-et-Loire avec un meeting le 7 janvier à Châteaudun et puis on a aussi Marine Le Pen, elle qui va faire un certain nombre de déplacements. Alors en début de semaine, elle sera à l'Assemblée, on le rappelle, elle est députée et donc elle va discuter du texte sur le pass vaccinal et puis ensuite elle ira à Béziers, Carcassonne et Perpignan pour parler immigration, tourisme. Yannick Jadot lui parlera jeunesse à Bordeaux. Vous voyez, les programmes sont déjà bien chargés. Et puis il y en a certains aussi qui doivent clarifier leurs intentions. C'est le cas d'Emmanuel Macron, on en a parlé ces derniers jours, et aussi de Christiane Taubira qui avait dit qu'elle envisageait d'être candidate et qu'elle nous donnait rendez-vous en janvier. Eh bien, on attend d'en savoir un peu plus en ce qui concerne la gauche. Merci beaucoup, Élodie Huchard. On va prendre étape par étape. On va commencer peut-être par la droite avec ce combat qui va être rude, ces images aussi qui vont être les unes face aux autres entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, notamment Gérard Leclerc. Oui, c'est une campagne, semble-t-il, à nul autre pareil. D'une part parce qu'il y a cette situation invraisemblable du Covid. On ne sait pas du tout où on en sera le 10 avril.
Rappelez-vous que les dernières élections, il y avait une abstention absolument magistrale parce que les gens voulaient pas aller voter. Donc bon, là, il y a quand même de sérieux espoirs que ce soit moins grave et que les choses s'arrangent d'ici là. Mais enfin, en tout cas, ça va impacter fortement la campagne, puisque les meetings sont limités où il n'y en a pas, parce qu'on ne parle que du Covid et on ne parle pas du reste, etc., etc. Donc c'est une campagne déjà particulière. Quant à la droite, là aussi, c'est une situation qui est assez inédite, puisque vous avez 3 candidats, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui sont, sinon à touche-touche, du moins très près, quoi. Et personne aujourd'hui ne peut dire lequel de ces 3, peut-être même d'ailleurs il y en aura 2 qui seront qualifiés, on n'en sait rien, quoi. Et donc en tout cas, c'est avec une bagarre assez forte en sein de la droite et de la droite extrême entre ces 3 candidats. Gabriel Cluzel, votre regard sur cette droite touche-touche, comme dit Gérard? Non, ce qui est quand même assez remarquable, c'est le bloc que constitue ce que l'on appelle la droite, de la droite à l'extrême droite, puisque dans l'extrême droite, il y a le mot droite. Donc, quand on fait la somme de l'électorat de droite et quand à côté on fait la somme de l'électorat de gauche, parfois avec un microscope, eh bien on se dit que la droite est extrêmement forte dans ce pays. Et pourtant, elle reste très divisée. D'ailleurs, je rapproche la droite de l'extrême droite et je pense que je ferai pousser des cris d'orfraie à certains LR, alors que quand on rapproche la gauche de l'extrême gauche, tout le monde admet ces petits calculs, même si pourtant, eu égard à certaines positions wokistes, on attendrait de la gauche qu'elle se désolidarise d'une partie de l'extrême gauche. Mais à gauche, c'est pas grave, il n'y a pas de cordon sanitaire, tout le monde peut s'allier. En revanche, la droite est puissante en nombre de voix, mais impuissante à se rassembler. Alors il y a Marine Le Pen et Éric Zemmour, on voit pas bien comment ça va se terminer, tout ça. C'est vrai que, d'ailleurs, certains de leurs électeurs sont un peu à la fois heureux de cette synergie et inquiets de cette concurrence. Et puis, il y a Valérie Pécresse qui, sur certains sujets, peut-être avec Éric Ciotti qui lui souffle dans le dos, des paroles qui n'ont rien à envier à celles d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, mais qui reste, elle aussi, qui prend ses distances et qui persiste qui a assumé d'avoir appelé à voter Macron aux dernières présidentielles et qui peut-être le refera si ça se présente. Donc c'est vrai que c'est très paradoxal comme situation. Alors de fait, oui, il faut aussi rajouter les circonstances particulières, celles du Covid, qui là encore rajoutent une inconnue. William Tay. En fait, le grand paradoxe, c'est que vraisemblablement le pays est à droite quand on additionne toutes les voix. Donc la droite a gagné la bataille culturelle, mais elle peut perdre la bataille politique et donc du coup l'élection présidentielle en raison des nombreuses divisions. Parce qu'en fait, on a à peu près 3 grands blocs du coup maintenant. On a un bloc de gauche qui représente aux alentours de 24-25%. On a un bloc centre-droit, à peu près Macron et Valérie Pécresse, qui représente une 40aine de pourcents. Et un bloc de droite très radical, Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui représentent aux alentours de 35%. Et au sein de ces 3 batailles, ça va être des batailles entre ces différents blocs, avec Valérie Pécresse qui doit choisir si elle se met plutôt sur le bloc de Macron ou plutôt sur le bloc d'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc c'est la seule incertitude qu'on a. Et vraisemblablement, la polémique du drapeau l'a conduit plutôt à faire une proposition de rupture franche avec Emmanuel Macron. En tout cas, c'est sur quoi on se dirige en ce début d'année. Et quand on regarde la situation politique telle que présentée actuellement, on est incapable de dire, comme l'a dit Gérard Leclerc, qui sera au second tour. C'est impossible de le savoir parce que Emmanuel Macron, même s'il est haut dans les sondages, il y a un grand paradoxe, c'est qu'il est très haut en termes de cote de popularité, c'est-à-dire entre 40 et 44%, mais il n'y a pas de variation électorale. C'est-à-dire qu'il peut monter à 50% de popularité, il n'augmente jamais son intention de vote. Et donc du coup, il y a question de se savoir. Il ne la baisse pas non plus pour autant. Il ne la baisse pas non plus pour autant. Donc nous, notre hypothèse à l'heure actuelle, c'est de se dire qu'en fait son électorat est gelé tant qu'il n'est pas candidat. Un peu comme Marine Le Pen lorsque Éric Zemmour est venu marcher sur ses terres. Donc vraisemblablement, Emmanuel Macron soit montera à ce moment de sa candidature, soit baissera. Donc il y a une incertitude à ce niveau-là. Mais donc du coup, vraisemblablement, on a à peu près 4 blocs aux alentours de 18-20 et qui peuvent se présenter au second tour. C'est la première incertitude. Deuxième incertitude, c'est que vraisemblablement, avec la crise sanitaire, tous les thèmes seront centrés sur la thématique sanitaire. D'une part, il y a des questions logistiques, de meetings, etc. Mais pour moi, c'est accessoire dans la mesure où il n'y a que le premier meeting qui est important quand on compare les dernières élections présidentielles. Les autres meetings n'ont que très peu d'importance sur le choix des électeurs.
téléspectateurs. Ça se joue surtout à la télé. Mais en fait, à partir du moment où on joue sur la question sanitaire, et Emmanuel Macron a couplé la question sanitaire avec la question européenne, alors qu'il était plutôt marginal, c'est-à-dire plutôt axé à gauche et donc en décalage du barycentre de l'électorat classique moyen français, il s'est remis au centre du jeu sur la question sanitaire parce que sa ligne politique est plébiscitée sur la question sanitaire et qu'il est majoritaire sur ce point-là, et que sur la question européenne, vraisemblablement, à l'heure actuelle, il est majoritaire. Et donc, du coup, il est en train de cornériser les autres champs politiques pour éviter tous les débats possibles sur les questions économiques, sur les questions régaliennes, sur les questions d'éducation, d'identité nationale, pour centrer le débat autour de 2 sujets pour ces 3 prochains mois, jusqu'à qu'il sera candidat. Et ça repose sur une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même stratégie que celle de François Mitterrand en 88, qui s'appelait La France unie, qui a été élaborée par Jacques Pilon et Gérard Collomb, qui était de prendre des sujets les plus consensuels possibles jusqu'à que le président s'annonce, pour uniquement laisser une période de choix déterminée de 3 semaines déterminante pour qu'il puisse se présenter au-dessus de la mêlée. Vous êtes d'accord, Gérard ? Alors, je précise quand même que Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat, et ce n'est pas anormal quand on voit les dates d'annonce de candidature des précédents présidents. L'exemple qu'il a indiqué, c'est ce qu'on dit son équipe de campagne. C'est que l'exemple rêvé, c'est François Mitterrand qui était candidat, je crois, 2 ou 3 semaines avant le premier tour. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, vraiment, la crainte que j'ai avec cette campagne, c'est que les grands sujets soient pas ou soient peu ou soient mal abordés. Voilà, c'est-à-dire que là, on vient de le voir avec la Covid, la santé, c'est un vrai sujet. Comment on fait, comment on organise, qu'est-ce qu'on fait avec les hôpitaux, etc. Est-ce que tout ça va être évoqué pendant la campagne ? J'en sais rien. L'éducation, il y a un énorme sujet. On a les classements internationaux, on n'est pas bon, il y a beaucoup d'élèves décrocheurs, etc. Il y a un vrai sujet sur l'éducation. Là aussi, on n'est pas sûr. L'énergie, la transition énergétique, etc. On est face à des choix qui sont très importants, qui divisent, où il va falloir prendre des décisions qui sont très importantes sur est-ce qu'on fait du nucléaire, est-ce qu'on mise beaucoup, un peu moins sur le renouvelable, etc. Vous voyez, toutes ces questions, c'est les vrais sujets des années à venir, et malheureusement, on peut aussi dire l'immigration, ça on en parle. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, non pas parce que ce serait un sujet secondaire, mais parce que celui-là, au moins, il est abordé. Donc voilà. Mais encore que, on pourrait peut-être justement l'aborder, d'autres façons, et par exemple, la gauche ne l'aborde très peu. Donc là aussi, il y a un manque. Donc voilà, moi ce que je crains avec cette campagne, c'est qu'elle n'ait pas lieu, qu'elle soit très parcellaire et qu'on ne traite pas ces grands sujets qui sont, j'allais dire l'Europe également aussi, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe, quelle Europe, etc. Et voilà, la crainte, c'est que ces sujets ne soient pas abordés. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. William Tay, vous évoquiez la question sanitaire, et ça tombe bien parce que l'Assemblée nationale va débattre du pass vaccinal à partir de cette semaine. Élodie Huchard, ça va être assez électrique dans l'hémicycle. Oui, parce qu'après avoir reçu en fait tous les présidents de groupe, le porte-parole du gouvernement avait fait un résumé en disant que tout c'était pour mettre le paquet sur les non-vaccinés. Alors effectivement, sur le fond, il y a un consensus assez largement partagé qu'il faut axer la stratégie sur la vaccination. Ça, à peu près, tous les groupes sont d'accord. En revanche, quand on va dans le détail du texte, c'est plus compliqué. Rappelons que le texte déjà a passé la première épreuve. Il a été validé par la commission des lois. Il arrive demain dans l'hémicycle. À l'heure où on se parle, normalement, le texte devrait être discuté uniquement sur la journée et une partie de la nuit de lundi. Mais on se rappelle que lors de la prolongation du pass sanitaire, ça avait mis beaucoup plus de temps parce qu'il faut régler un certain nombre de détails. Forcément, le travail parlementaire a suivi son cours. Les députés ont rajouté des amendements au texte qui l'ont enrichi. Et donc là, forcément, commence la bataille entre la majorité qui veut garder son texte tel qu'il est, les oppositions avec à la fois d'un côté les Républicains, l'extrême gauche qui veulent effectivement aller dans leur sens. Alors, parmi ce qui va changer avec ce texte, il y a d'abord le fait que ce pass sanitaire devient désormais un pass vaccinal, ça tout le monde l'a compris. Alors parmi les points à discuter, il y a notamment le fait de pouvoir mettre des jauges dans les stades parce que ce sont évidemment des très grands ensembles sportifs. On pourrait donc y mettre plus de monde au prorata évidemment de la capacité d'accueil. La possibilité aussi de mettre en place le fait de demander le pass sanitaire pour les meetings politiques. Alors certains partis le font déjà d'eux-mêmes, mais ça pourrait être beaucoup plus formalisé. Et puis on connaît aussi le gouvernement qui veut lutter contre les faux passes. Il voudrait un amendement de repentance pour ceux qui jusqu'à maintenant ne s'étaient pas fait vacciner, ont utilisé un faux pass sanitaire, mais qui seraient prêts à entrer dans un schéma vaccinal afin d'être sûr que ces personnes-là ne soient pas verbalisées. Merci beaucoup, Élodie Huchard, pour vos explications. Gabriel Cluzel, on est loin, très loin de l'unité nationale vécue au début de la crise sur les mesures anti-Covid. Oui, oui et non, parce que je trouve qu'il y a peu d'opposition quand même réelle
du fait de la composition de l'Assemblée nationale, d'opposition ou même d'interrogation réelle face à toutes les mesures qui sont prises. Je m'explique. Qui aujourd'hui émet des doutes ou demande ou dit mais ces mesures ubuesques, être assis dans le train pour ne pas s'alimenter dans le train, être assis dans les bars et pas debout pour consommer, toutes ces mesures-là, il y a quelques-uns de la France insoumise qui demandent des justifications, d'où ça sort, pourquoi on fait cela et sur quoi s'appuie-t-on. Il y a le Rassemblement national, mais qui a une portion très congrue dans l'hémicycle. Et puis il y a des électrons libres de LR, François-Xavier Bellamy, Guillaume Pelletier, mais LR, par exemple, qui est le gros groupe qui a la parole, le gros groupe d'opposition de fait en nombre, est très peu actif sur ces sujets-là, voire même court devant. Et quand on sait que toutes ces questions autour du pass vaccinal sont quand même enquistées, c'est évident, c'est un sujet de friction. Quand on sait, et on le voit, que ces mesures sont quand même reçues de façon un peu frileuse, étonnée par un certain nombre de gens, c'est très embêtant qu'il n'y ait pas d'opposition réelle pour demander des justifications au gouvernement. On a un conseil scientifique qui décide et finalement peu de justifications exigées. William Tay. Pour autant, le débat, il aura bien lieu à l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est pas un débat d'alternative, de stratégie. Il n'y a pas de doctrine différente, en fait. On est tous, depuis début 2020, il y avait des difficultés, mais depuis début 2021, on est tous sur la stratégie de Boris Johnson avec des degrés divers. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que globalement, on met le paquet sur la vaccination et on laisse au maximum les choses ouvertes en mettant le moins des restrictions de liberté possible et en se reposant sur la vaccination et les gestes barrières. Et quasiment tout le monde, tous les partis de gouvernement du PS à LR sont d'accord sur cette stratégie. Et à partir de ce moment-là, comme tout le monde est d'accord sur cette stratégie, ils peuvent que débattre sur des choses accessoires et non essentielles. Personne n'ira débattre sur la question de l'opportunité. Et pourtant, il y aurait des débats sur ces différentes questions. Parce que même si le pass sanitaire et le pass vaccinal ont un sens d'un point de vue sanitaire, il reste d'autres questions qui sont politiques, comme sur la question des contre-pouvoirs en démocratie, sur la question des droits individuels et sur la question de l'égalité, des questions de discrimination entre vaccinés et non vaccinés. Donc il y a des débats qui pourraient être posés par différentes questions. Sur la question de l'égalité, on n'entend pas le Parti socialiste, et sur la question de la liberté, on devrait entendre LR. Et ces deux partis-là, en fait, se sont enfermés sur ces questions pour une simple et bonne raison, à mon avis. C'est simplement parce que leur corps électoral est très retraité, et les retraités sont les électeurs les plus demandeurs de protection sur le point sanitaire. Et donc, du coup, ils sont obligés de suivre leurs électeurs. C'est pour ça qu'ils vont sur cette question-là. Gérard Leclerc. Oui, c'est vrai que l'opposition est piégée, mais tout simplement parce que personne ne veut assumer une autre politique que la vaccination. C'est aussi bête que ça. Et d'ailleurs, quelle serait cette politique ? Ce serait un trop gros risque politique ? Oui, personne. Il y a Florian Philippot. Voilà, Florian Philippot, mais c'est un créneau quand même qui est extrêmement étroit. Et ils ont quand même essayé. Rappelez-vous qu'il y a eu des manifestations dans le courant d'été. Il y avait 250 000 personnes quand même. C'est pas rien. Mais assez rapidement, je pense, en tout cas c'est mon interprétation, la réalité s'est imposée et qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de gens, il y a encore des gens, quelques-uns qui sont hostiles à la vaccination, mais plus pour des raisons, soit parce que véritablement ils ont peur du vaccin, ils ne veulent pas, etc., soit parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne seront jamais touchés, etc. Mais tout ça n'a pas fait une force politique avec un parti qui revendique clairement une politique qui serait très différente de celle du gouvernement, c'est pas vrai. Eh bien, on vient de gratter à peine 5 secondes, bravo, vous avez parfaitement respecté le timing. Gabriel Cluzel, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la belle équipe aujourd'hui. William Tay également, Roger Ruya, on ne nous a pas beaucoup entendu malheureusement, il y a eu beaucoup de politique, moins de sanitaire aujourd'hui. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Alors mieux, je ne sais pas, ça dépend des fois, ça dépend du débat politique. Pour le moral des Français, c'est mieux. Peut-être effectivement. Gérard Leclerc également, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis sur CNews dans la belle équipe. On se retrouve à 17h pour Punchline, c'est le Zapol tout de suite. Nous n'avons jamais enlevé le drapeau français à côté là que pour quelques jours dans l'année. Non, mais c'est très important parce que l'usage veut qu'en France, quand on met le drapeau européen, il doit y avoir le drapeau français à côté. Le drapeau français, puisque Marine Le Pen, inspirant M. Zemmour, inspirant Mme Pécresse et M. Ciotti, puisque mot pour mot, dans les communiqués, dans les tweets, les mêmes mots ont été utilisés par Mme Pécresse et par l'extrême droite. Ça doit quand même nous alerter. Ils ont dit n'importe quoi et ils ont menti. Alors, quelle est la réalité des faits ? Nous n'avons jamais retiré. Ceux qui, les images, tout est transparent, voient bien qu'il n'y a pas un drapeau français qui a été retiré de l'Arc de Triomphe. Il n'a pas été remplacé par le drapeau européen. Le drapeau français, ce qu'on appelle le grand pavois, il figure, les patriotes devraient le savoir, pour les grandes cérémonies.
tout seul. 14 juillet, 8 mai. 14 juillet, 11 novembre et d'autres cérémonies. Ce grand pavois. Et nous avons, donc le drapeau européen a été installé là où il n'y avait rien. Donc ces gens-là qui se disent patriotes, qui sont des patriotes de pacotille, préfèrent le vide au drapeau européen. Cette faute, elle traduit ce qu'est Emmanuel Macron, et ce qu'il pense et ce qu'il croit. Je crois qu'il n'aime pas la France. Regardez ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy dans des circonstances analogues quand la France a présidé aussi le Conseil. Eh bien, c'était tout simplement de mettre les deux drapeaux. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé Valérie Pécresse. Et on voit aujourd'hui que dans une forme de précipitation, un peu de panique, le drapeau européen, du coup, est retiré. Donc, le gouvernement assure que c'était prévu. Oui, c'était pas du tout prévu, vous le savez bien. Il a réagi à nos demandes, à celle de Valérie Pécresse, à la mienne. Amélie de Montchalin, vous avez entendu en début d'émission Éric Ciotti dire que Emmanuel Macron n'aimait pas la France. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? J'ai trouvé que c'était grave, parce que dans la phrase d'Éric Ciotti, il a rajouté un mot qui est celui de mondialiste. Et celui qui a utilisé ce mot dans nos souvenirs, c'est Jean-Marie Le Pen. Et ça montre qu'aujourd'hui, à la tête des LR, on a quelqu'un qui d'abord porte une atteinte grave à ce qu'est le président de la République dans son action, et qui adjoint un mot que Jean-Marie Le Pen brandissait à tout bout de champ, pour rappeler que les uns et les autres n'étaient pas, au fond, français dans la politique qu'ils menaient et n'étaient pas au service de la France. Moi, je ne sais pas ce qui fait dire ni à Valérie Pécresse ni à Éric Ciotti qu'avec ce genre d'outrance, on remplace un programme politique. Nous n'avons aucune leçon de patriotisme à recevoir de Mme Le Pen, de M. Zemmour ou de Mme Pécresse, qui devient une photocopieuse de l'extrême droite jour après jour. Nous n'avons aucune leçon de patriotisme à recevoir de ces gens-là qui ne connaissent même pas les règles de la République, qui font des recours devant le Conseil d'État, qui ne connaissent même pas les règles républicaines et la pratique, et se prévalent de la mémoire des anciens combattants. Vous l'auriez gagné ce recours en annulation ou pas? Oui, parce qu'il n'y a pas, par ailleurs, il n'y a pas de règles juridiques de pavoisement. On voit bien que d'autres ont l'Europe inquiète, qu'ils ont l'Europe honteuse parfois. D'autres qui, par exemple? D'autres, Valérie Pécresse, et on voit bien Xavier Bellamy avait monté une liste qui avait l'Europe inquiète, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Vous voyez un axe entre ces trois candidats à la présidentielle, candidates même, non, candidats, clairement, pardon, en tout cas, à travers les tweets qu'ils ont réalisés à quelques heures d'intervalle, on voit bien qu'ils sont sur la même ligne vis-à-vis de l'Europe, et c'est inquiétant. En tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, finalement, les seuls véritables pro-européens qui existent dans le débat public et qui le montrent par les actes quotidiennement, c'est nous, c'est la majorité constituée autour de du président de la République. Je suis très satisfait que le drapeau européen ait été retiré de l'Arc de Triomphe. Il posait trois grands problèmes. Le premier, c'est un problème politique, puisque le peuple français a voté non à ce drapeau européen lors du traité constitutionnel européen de 2005. Le deuxième problème, c'est un problème de laïcité, puisque ce symbole est d'origine religieuse. Son créateur, M. Heitz, le dit, il s'est inspiré de la couronne d'étoiles de la Vierge Marie. Enfin, le dernier problème, c'est ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. C'est une organisation libérale. Il faut savoir qu'une délocalisation sur deux a lieu en Europe, que la durée légale du travail en Europe, c'est toujours 48 heures. Et enfin que l'Europe, qu'on nous présente comme l'Europe de la paix, s'inscrit dans des logiques de guerre, de montée des tensions vis-à-vis de la Russie. Je crois que là, pour le coup, le gouvernement devrait s'excuser parce qu'il y a le précédent de 2008 qui le marque au fer. Il y a une différence de comportement. En 2008, le drapeau français reste sur la tombe du soldat inconnu, mort pour la France, sa patrie, et non pas mort pour l'Union européenne, la patrie des lobbies. C'est très différent. Et je pense que la blessure a été telle qu'il faudrait là une excuse pour essayer de la cicatriser. Maintenant que la présidence de la République réagit très vite, pour remettre le drapeau tricolore, c'est un comble, sous l'Arc de Triomphe, c'est la preuve qu'il y a un certain mécontentement de l'opinion publique qui arrive malgré tout aux oreilles de son Altesse.